Eh bien, bonsoir à tous. Vous écoutiez Bam Balam. Le relais est passé à X-Wave, l'émission qui prolonge votre week-end. Très heureux de vous retrouver en ce dimanche sur RCV 99 FM. Vous connaissez le concept de l'émission, hein, un invité en particulier et des invités ce soir. Alors, que dire sur mon invité ? Producteur, DJ, organisateur de soirée. C'est vraiment du lourd qu'on reçoit ce soir. Et en plus, on est du même coin. C'est génial. Comment vas-tu, mon Bruno ? Alors, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Merci Fred de l'invitation, pour ta super invitation. Écoutez, moi je suis toujours dans le move. Voilà, c'est comme ça qu'on peut dire. Écoutez, moi, je pense qu'on a des choses à se dire ce soir, puisqu'on est du même coin, je pense, Fred. Exactement, comme je disais en off, la Rouge-Porte, Montfleury, le Col-Bras, c'est des choses, ça nous parle, Menin, Mélanich. C'est ça, c'est génial. Voilà. Et on a des copains qui sont venus aussi. Ça, c'est des super amis, donc Emmanuel et Olivier. Bonsoir. Et Dory qui est derrière nous. C'est génial. Nous faire un petit coucou. C'est super. Je pense qu'on aura pas mal de moments sympas ce soir. Comment il va, Manu ? Il va très bien, très bien. Bien entouré, donc tout va bien, avec un petit Bruno là, qui est un peu mis à l'honneur ce soir, donc c'est parfait, c'est bien ça. Exactement, il le mérite. Sympa. Et puis Olivier qui est face à moi, puis toi qui es là aussi, et puis Dory qui... elle dort pas encore, donc tout va bien. Olivier, vas-y, un petit coucou quand même. Oui, un grand merci à toi, Fred, pour cette charmante invitation. Bon, pour toi, c'est une première alors, Olivier ? Absolument. Bon, il n'y a pas de pression, c'est cool, on est entre nous, tu vois, on discute, et on va discuter musique. Alors forcément, je sais que c'est quelque chose on va passer un bon moment. Qui te parle. Justement, en parlant de musique, on va commencer tout de suite avec des titres, on y reviendra dessus après. On va passer l'artiste Amnesia avec le titre Ibiza et It's a Dream, et on revient tout de suite après avec BVG. Voilà, à toutes. House Ibiza.
Ibiza. It's a dream. It's a dream. This is the beginning of the end. We live in the dead zone. Everybody out there will be pulverized, petrified, ionized. Can we save the planet? We have to do something about it. Doesn't anybody care? The heat goes on. We will burn. It's a dream. It's a dream. This is the beginning of the end. We live in a dead zone. We have to save the planet. Doesn't anybody care? The heat goes on. We will burn. It's a dream. It's a dream. This is not a dream. It's reality. Can we save the planet? We have to do something about it. This is not a dream. It's reality. It's reality. It's a Dream, Amnesia, et juste avant d'Amnesia également, Ibiza. Si vous ne connaissez pas ces titres, je ne peux plus rien pour vous. Encore une fois, c'est juste une tuerie musicale.
Bon, Bruno, on va faire une discussion à bâton rompu et ouvert. Et j'avais une première question, moi, à te poser. La musique, elle te vient comment, en fait, à toi? Tu as 13 ans, 14 ans, un peu plus tôt, un peu plus tard? La famille, elle est mélomane? Oui, tout à fait. En fait, mon père était un grand fan de jazz. Donc j'ai passé mon enfance dans les années 60 à écouter ce que mes parents écoutaient, notamment mon père. Était un grand fan de Frank Sinatra, de Nat King Cole, de Count Basie, de Clinton, donc tout ce qui était grosse orchestration des années 60. Donc c'est sûr, j'ai baigné là-dedans. Il y avait une très belle chaîne hi-fi chez mon père, avec les amplis Marantz de l'époque. C'était magnifique, avec les écrans bleus. Je trouvais ça génial. Et bon, c'est sûr que grâce à mon papa... c'est ça qui a fait que je suis atterri dans la musique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à mes amis qui sont à côté de moi. En 68, il y a un titre qui est sorti sur les ondes en France et que je pense que vous connaissez tous. C'était donc Pierre-Henry et Michel Colombier, Messe pour le temps présent. Messe pour le temps présent avec le single Psyché Rock, qui pour moi était une révélation. Quand j'ai entendu ce titre à la radio, on l'entendait quand même assez souvent, qui était un générique d'émission aussi à cette époque-là. Et c'est ça qui m'a donné vraiment l'envie. J'ai approfondi la musique. Et j'étais un très très grand fan de musique de film, très jeune aussi, parce que mes parents m'emmenaient souvent au cinéma. On allait voir tous les films avec les musiques d'Ennio Morricone, tous les films de guerre des années 60, les westerns. Et j'étais un très grand fan d'Ennio Morricone et de Jerry Goldsmith, qui était un très grand compositeur américain. Et on peut dire que très jeune, tu vis culture, en fait, musique, très vite. Cinéma. Très vite, très vite. Ce qui manque peut-être à certains, je veux dire aujourd'hui, de s'ouvrir à ces arts, entre guillemets, sans faire un jeu de mots. Disons qu'à l'époque, on n'avait pas ce qu'on a aujourd'hui, on n'avait pas une multitude de propositions avec les Spotify, les Deezer, tous ces trucs-là, les YouTube. À l'époque, on avait des radios, les radios flamandes qu'on écoutait souvent. Et c'est surtout sur ces radios flamandes quand on entendait vraiment des choses qu'on n'entendait pas ailleurs. Et voilà. Et ce qui est génial, c'est que à partir de 10-12 ans, j'ai commencé à pouvoir aller dans les centres de vacances, colonies de vacances. Et mes premiers grands souvenirs, c'était les pions dans les dortoirs. On appelait ça des pions, qui nous surveillaient. On avait des chambrées de 100 lits. Et moi, j'étais déjà très attentif à ce qu'ils écoutaient dans leur piole. Okay. Et c'était quoi? C'était Pink Floyd. Ouais. Donc j'étais juste encore à la limite psychédélique, Umaguma, Middles... qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un Tom Hurt Mother avec la vache sur la pochette. Et la deuxième grande révélation pour moi, c'était en 73, donc j'avais 12 ans. C'était The Dark Side of the Moon, qui était pour moi l'un des plus beaux disques jamais sortis. Tu vois, on a reçu pas mal de monde à la radio et je demande toujours, c'est ça ma question, tu sais, comment vient la musique aux gens. Et souvent, je m'aperçois que c'est un peu plus tard, tu sais, vers 15 ans. 14, 15, 16 ans au bahut des échanges et 12 ans percevoir des choses comme Pink Floyd, tu vois, c'est pas donné à n'importe quel minot, tu vois. Disons qu'on avait la chance, nous, dans mon adolescence, les années 70, c'était très riche, c'était très riche musicalement. Oui, musicalement, c'est clair. Moi, j'écoutais, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc Pink Floyd, bien entendu. J'écoutais Kraftwerk parce que j'étais déjà fan de musique électronique. Autobahn, on en parlait tout à l'heure. Ça, c'était un de mes albums de chevet. Donc, Autobahn, Dark Side of the Moon, Middles, The Pink Floyd, Wish You Were Here, David Bowie, Station to Station, Led Zepp, Deep Purple, Alan Parsons Project et Supertramp, parce que j'étais un très grand fan de Supertramp. Bien sûr, J'adore Roger Hodgson, j'adore Rick Davis. Ce sont pour moi des très grands musiciens, des gens qui ont vraiment créé des mélodies extraordinaires qu'on ne pourra plus jamais faire aujourd'hui, je ne pense pas d'ailleurs. C'est dommage. Ce serait bien que ça puisse encore exister, des gens qui puissent faire de la musique comme ça, aussi riche au niveau des mélodies, au niveau des arrangements musicaux.
On avait des machines à l'époque où on peut comparer ça à des bêtes où il fallait savoir les manier, ces machines, hein, que ce soit même les Tout à amplis fait. à lampe, les instruments aussi. C'était quelque chose de faire sonner tout ça Oui, à alors, l'unisson. alors, ce qui se passe, c'est dans les années 70, moi, j'étais pas encore en studio. Hein, j'étais tout juste un petit disjockey à 16 ans. C'était drôle d'ailleurs. Mais- C'est mes premières soirées qu'on a réalisées avec mon pote à l'époque, Eddy. C'était à Luin, dans la rue de Lille, dans des cafés avec des salles derrière. Ok, ouais. Et on faisait des booms. C'était des booms. Alors là, je te parle de ça, c'est en 76, Ouais. 77. Tu te souviens du nom du café? C'était à peu près à quelle hauteur? Tiens, rue de Lille. Alors c'était en face du monument aux morts, ça s'appelait l'Escale. D'accord, ok, je vois. Ouais. Voilà. Et les premières soirées qu'on a donc réalisées à cette époque-là, on faisait déjà du monde, hein, on faisait déjà 100, 150 personnes. Et là, donc, on avait du matériel. On avait ce qu'on pouvait avoir à notre âge. On avait 2 platines différentes, une petite table mixage BST, un ampli Pathé Marconi qui malheureusement sautait dans toutes les soirées. Et puis à l'époque, c'était l'époque du vinyle, quoi. On travaillait Tout à fait, on travaillait qu'avec des vinyles. avec hein, les disques. On pouvait pas enchaîner parce qu'il n'y avait pas de réglage de vitesse sur les platines. Mais bon, Et- pour moi, c'était la plus belle époque parce que moi, je suis un très grand fan de soul aussi. En fait, De musique, t'es un mélomane, on ouais, le je sait. suis, oui, je suis quelqu'un qui j'écoute tout, j'écoute beaucoup de classiques, beaucoup de musique de film, beaucoup de jazz, beaucoup de musique électronique. J'adore la techno, j'adore la new wave, bien entendu, hein, ça tu le sais. Oui, oui. Donc, enfin voilà. Et à cette époque-là, on pouvait pas se permettre, comme aujourd'hui, d'acheter des disques. Enfin, ça coûtait aussi de l'argent à l'époque, hein, d'acheter des vinyles, d'acheter des 45 tours, acheter des premiers maxi vinyles qui étaient donc sortis à peu près en 77-78, les premiers maxi 45 tours. Et alors, ce qui est drôle, c'est que là, il y a 2 semaines, j'ai eu l'occasion d'aller jouer pour Céron au Casino Barrière. On peut le dire, ouais, tu Et as je- joué avec Céron. Et, Enfin, voilà, et c'est je pas- l'ai rencontré. Encore. Et ce qui est génial, c'est que j'ai eu l'occasion de parler peut-être 5 minutes avec lui. Et ce que je lui ai dit, c'est que, écoutez, Marc Céron, c'est que, à l'époque, quand j'ai commencé à mettre la musique dans des soirées, j'étais un gamin, j'avais 16 ans, et mes premiers disques, c'était les tiens. Ouais, bien sûr. C'était Et- Love in C minor, avec tes pochettes un peu sexy. et Encore une fois, dans la région, c'est pas n'importe qui joue avec Céron, quoi, tu vois. Non, mais bon, c'était... Content c'était- voilà, que tu- Oui, mais bon, pour moi, c'était joues génial avec parce que lui. ça m'a rappelé des souvenirs extraordinaires de mon enfance. C'est Et- ça qui est... Avant Ouais. de continuer, tu vois, avec ta musique, tu viens de nous parler, tu as 12 ans, on a compris, et je pense que les gens découvrent aussi, voilà, que tu es très ouvert sur les milieux culturels Ouais. que sont la musique, le cinéma. C'est À ça. 16 ans, très certainement par passion, DJ, voilà, tu fais déjà danser les gens. Est-ce que tu perçois, à cet âge-là, ou peut-être un peu plus tard, que tu vas faire de ta, de ta vie de la Non, musique? alors pas du tout. Pas du tout. Pas D'accord. du tout. C'est une rencontre. Ok. C'est juste une rencontre. Je vais te la donner tout de suite, l'historique de cette histoire. J'ai rencontré en 1977 mon meilleur ami, Michel Nachtergal, Ok. qui est devenu, qui a toujours été mon ami d'ailleurs, et puis on a eu une carrière assez extraordinaire ensemble tous les deux. Et en fait, lui avait ouvert un magasin de disques à Menin, D'accord. dans la rue de Moucron. Et, si tu veux bien, on s'écoute 2 morceaux et on revient tout de suite Je sur t'en cette époque du magasin. Encore une partie de ta vie. Ok. Mais pour ça, juste avant, on va s'écouter Le Dormeur et Litchis, Le Parc, D'accord. qui sont également tes morceaux. Voilà. Ok. Le dormeur doit se réveiller, se réveiller. Le dormeur doit se réveiller.
doit se réveiller. Se réveiller. Le dormeur doit se réveiller. Le dormeur
Et voilà, c'était Litchis de Le Parc. Avant de reparler avec mon Bruno, je vais faire un petit coucou à tous les gens qui nous écoutent. Phil, mon Greg, bon courage dans le bus. Et j'ai le copain Cole qui a tourné, qui m'envoie une question, qui me dit « Bruno, avait-il déjà créé ou participé comme animateur d'une radio libre, dite aussi parfois une radio pirate à l'époque ?» Alors, c'était pas une radio pirate, c'était Minimax à Moucron. Radio Minimax. Est-ce que quelqu'un se souvient de Radio Minimax ? Eh ben, tu vois, on m'envoie des messages à voir mon Voilà. Cole, il doit s'en souvenir. 101.2. Alors, je te parle, c'est en 81-82. C'était donc mon associé Michel Nachtergal qui avait donc monté cette radio avec monsieur Van de Pitt à Moucron, qui était donc un vendeur de hi-fi assez haut de gamme à la frontière, hein, je pense, sur Moucron. Et ils avaient donc monté Radio Minimax. C'était une radio qui commençait vraiment à avoir une très grosse audience dans la région. C'était l'une des premières radios libres. Hein. Ça, c'était. Et j'avais une émission avec François-Xavier Leglé d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc, tu étais déjà Ouais. sur les ondes aussi. On faisait une émission tous les deux qui était un peu. On passait les titres qu'on adorait, qui sortaient, mais pas les trucs commerciaux, quoi. Mais c'était une belle radio, Minimax. Très beau jingle. C'était un peu juste avant temps libre. Parce que. D'accord. Voilà. Et donc, Ouais. tu vois, il y a des gens qui nous envoient des messages. Mon Cole, tu as la réponse à ta question. Je t'embrasse. Ainsi que mon Greg, on se voit bientôt. Ainsi que toutes les personnes, les copains et les copines qui nous écoutent. Voilà, juste avant la musique, on ouvrait la porte sur le magasin de musique, sur Disco Smash. Ouais. Alors, vas-y. Donc Disco Smash existait déjà en 77. Hein, donc moi je travaillais à l'usine à l'époque. Mon père était fabricant de meubles rustiques. Bon, malheureusement, mon père et moi on s'entendait pas trop. En paix à son âme, je regrette tout ça. Ça c'est dommage. Mais on s'entendait pas, donc j'étais travaillé dans une usine à Luin qui s'appelait Baudez, Ouais, que tu as dû connaître, hein, donc on fabriquait des cuisines équipées. ou d'Alice. Voilà, et alors, bien sûr, le week-end, c'était pour moi l'occasion de sortir de tout ça, et avec un ami que j'avais rencontré aussi en colonie de vacances, encore une fois, on a décidé de faire une petite sono qui s'appelait Disco Machine. Donc en 76-77. Et en 77, je faisais mes soirées, donc je faisais tout à l'heure sur Aluin. Ouais. Et voilà qu'on entend qu'à Menin, un disquaire Import ouvre sur Menin. Bon, c'était pas encore connu à l'époque. Et c'était Michel, donc mon futur associé, dans la rue de Moucron. Donc j'allais en mobilette chercher mes disques chaque week-end. Bien sûr, j'avais des très bons morceaux. Des trucs américains et que je passais dans les booms, voilà. Donc ça a commencé comme ça. Et ce qui se s'est souvient pas des fameux quarts d'heure américains dans les booms. c'était génial, c'était génial. Donc on s'est liés d'amitié, Michel et moi, en 77. Et un jour il m'a proposé, donc j'avais quel âge ? J'avais juste 16-17 ans. Il me propose de tenir son magasin pendant une semaine parce qu'il part au sport d'hiver. J'ai dit, écoute, t'es sûr que tu vas me laisser le magasin ? Bon, pour moi, c'était une aubaine. Hein. J'étais heureux comme un... Voilà. Bien sûr, dans la musique. Donc, quoi. me voilà disquaire pendant une semaine. Donc, j'écoute tous les disques qui sont dans les bacs. Et bien sûr, c'était un très beau moment. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que... Après, moi, je suis parti à l'armée. Et quand je suis revenu de l'armée, je suis... T'étais où à l'armée, mon Bruno ? En Allemagne, ok. à Wittlich, À Wittlich, dans les chasseurs. Ok. Les chasseurs. Enfin, voilà. Et quand je suis revenu de l'armée, Michel me propose de m'associer avec lui. Et il me dit, on va ouvrir un magasin dans la rue de l'Île-à-Menin. C'est la rue la plus commerçante de la région. J'ai trouvé un emplacement, on va faire ça. Est-ce que tu es d'accord ? On y va, on se lance ? J'ai dit OK. Banco, ouais. Voilà, c'était parti. Et là, il m'a fallu 2 ans. Parce que Michel, c'était pas quelqu'un qui restait dans le comptoir. Moi, j'étais beaucoup plus commerçant, beaucoup plus ouvert avec les gens. J'étais vraiment un passionné de musique déjà depuis longtemps.
Et Michel était aussi, hein. Michel était disjockey. Il y avait la boîte qui s'appelait le Minimax à Menin, dans la rue de Lille. Juste après le pont, il y avait une boîte qui s'appelait le Minimax. C'est pour ça que la radio Minimax est devenue Minimax. Voilà. D'accord. Voilà. Et bon, Michel s'occupait d'acheter les disques aux USA, en Angleterre, en Italie, en Hollande, en Allemagne. Et on était en pleine époque. C'était la fin du disco. Je parle de ça, c'était en 82. Pour moi, c'était la fin du disco, le début du funky. L'avènement du post-punk, de la wave. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce qui se passe, c'est qu'à cette époque-là, nous, on avait une très grosse clientèle de gens qui adoraient le funky. Donc, on vendait quand même beaucoup de funky. Et il s'est passé quelque chose dans cette musique. Moi, j'aimais bien. Il y a des morceaux que j'adore. Et ce qui s'est passé, c'est que le funky est devenu beaucoup plus avec des sons de synthé. Donc ils ont remplacé tous les cuivres, tous les strings de l'époque, les cuivres, les strings, tout par des synthés. Et j'ai commencé à détester le son du funky à cette époque-là. Et on allait tous les jeudis à Londres avec Michel et en Overcraft. En bateau. En Overcraft. En Overcraft. En Overcraft. Ouais, en Overcraft. C'était pas mal. Et alors là, j'ai eu une révélation. Bon, non, je veux raconter une petite chose juste avant. Juste avant. Une petite chose juste avant, c'est que ma voisine, la voisine du magasin, on est tombés amoureux l'un de l'autre. Et un jour, elle me dit, écoute Bruno, c'était une Flamande, et elle me dit, est-ce que tu connais la boîte à Curne qui s'appelle On the Beach? J'écoute, j'en ai entendu parler. Mais j'y suis pas. Et mon Bruno, la surprise, elle est là ce soir. Ah, d'accord. D'accord. Elle s'appelait Caroline. Hein. J'espère qu'elle vit encore. Et je la salue Caroline. Si elle nous écoute. Hein, parce qu'elle était elle était adorable. Et donc, Caroline m'emmène à On the Beach un vendredi soir. Et là, c'était. Waouh! Quelle boîte! Incroyable! C'était la faune. Carrelage blanc sur les murs, des palmiers partout, des néons bleus. Clientèle, je ne sais pas si tu vois un peu la pochette de Event 17, Penthouse and Pavement. Les mecs en costard, c'est un peu très style Wall Street, très Wall Street, machin, et des gens avec des crêtes. Donc un mélange improbable. Et là, on entendait quoi? On entendait Nina Hagen, Len Lovitch, Jah Wobble, Grozone. Le premier franc de 4-2, géographie. C'est vrai, oui. Une musique du Prince. C'était Simple Minds, bien entendu. Hein, oui, on va reparler de Simple Minds. Hein, les fameux Sweating Bullets, c'est là qu'on entendait ça. C'était voilà. Alors, je suis tombé amoureux de cette boîte. Et cette semaine-là, j'ai dit, écoute, moi, je vais à Londres. Le funky, je vais mettre un peu sur le côté. Et je vais en prendre quand même pour mes clients parce que je sais qu'ils aiment ça. Et puis il y a des morceaux que j'aimais encore qui sortaient chaque semaine. Hein. Mais là, je suis tombé sur Kissing the Pink, Naked, l'album de Kissing the Pink, qui était un groupe inconnu à l'époque. Et j'avais juste un échantillon. Et quand je suis arrivé au magasin, donc le vendredi matin, on arrivait là très tôt, j'écoutais un peu les échantillons pour pouvoir commander pour la semaine d'après. Et ce fameux Kissing the Pink, Naked, il y a un morceau, donc le premier titre de l'album, de la première plage, de la face A, c'était The Big Man Restless. Et ça, j'ai craqué sur ce morceau. Et la semaine d'après, avec ce titre, j'ai été on the beach et le DJ de On the Beach, qui est devenu un ami par la suite, malheureusement, il a arrêté parce que c'était un fou. Il s'appelait Eric Quillier, c'était un dingue, c'était un Français. Il y avait une connaissance musicale très, très, très balèze. C'est lui qui passait tous ces tracks que moi j'aime encore jouer en soirée. Par exemple, à la Factory Walk, la semaine passée, il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'ai passé du Nina Hagen, du Len Lovitch, des premiers Human League, Travelogue ou Reproduction. Et là, on sympathise, Eric et moi. Il m'a dit, écoute, demain je joue au Skyline. Je suis résident au Skyline, viens. Une autre boîte aussi de mélange. Voilà. Donc, moi, je connaissais pas le Skyline, donc j'arrive là-bas. Bon, malheureusement, les Français étaient un peu... Allez, tu rentrais pas. On était bannis. Et la semaine d'après, j'arrive avec le disque de Kissing the Pink. Je dis, écoute, j'ai ça pour le DJ. Ils m'ont laissé rentrer. Et là, je suis devenu
la personne du Sky, quoi, avec ce titre. Et c'est ça qui a lancé. C'est là que ça a commencé pour mon magasin. On a commencé à avoir une clientèle de gens qui voulaient découvrir tout à fait autre chose. Ils ne voulaient plus entendre de disco, ni de funky, ni de quoi que ce soit. C'était la new wave. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc je me suis intéressé à tout ça. J'avais aussi un pote Plastique, le DJ du 37.5, avec qui j'ai fait Amnésia pour la suite, qui lui était très branché aussi, donc il m'a guidé aussi un peu, et on est devenu le premier magasin, sans prétention, à devenir vraiment new wave, à avoir cette clientèle qui venait, et j'avais Patrice Cato aussi, Patrice Cato, que vous savez, vous souvenez de Patrice, hein, donc il faisait son émission de temps libre, moi j'allais avec lui, je livrais les disques pour son émission, donc on faisait un peu la programmation tous les deux, on est devenus très amis aussi. Enfin bon, le magasin a commencé à devenir très intéressant à partir de 83, à la belle époque New Wave. C'était vraiment... Voilà. Bon, on a autour de la table des gens qui ont été au magasin, je pense. Olive, allez, si tu as un souvenir, après je vais en dire un souvenir que tu as du magasin, c'est parce que tu trouvais ce qui te plaisait. Oui, il y avait énormément de choix. Moi, à l'époque, j'étais un petit étudiant un peu timide et Bruno, il en imposait quand même. Donc, oui, je confirme. Ouais, bah moi à l'époque de 101, j'avais trouvé un format 10 inches terrible de Everything Counts, qu'il était le seul à vendre en fait. Et par la suite, 2 ans plus tard, j'ai été un des premiers à acheter Violator chez lui parce que la sortie française, au niveau du Benelux, était différée d'une semaine ou de 2 semaines, je sais plus. Enfin voilà. Donc un superbe endroit. C'est client de Disco Smash. Tu rentrais là-dedans, tu avais les yeux qui s'illuminaient, tel bruit, enfin, bon, il y avait du bruit, hein, je pense, il y avait beaucoup de bruit. Ah bah et puis avec Bruno, on pouvait écouter les disques. Manu, toi, tu as... Ouais, ça c'est vrai. Et tu as fréquenté aussi le magasin, Manu? Tu n'as pas connu, si? Eh ben malheureusement non, parce que moi j'habitais un petit peu trop loin. J'habitais au sud de l'île finalement. Donc, bien sûr, ouais. À l'époque, j'avais quel âge? J'avais moi 15-16 ans, donc j'étais avec ma petite mobilette à l'époque. Ouais, les fameux 103. J'étais un petit peu loin, donc j'en entendais parler. Et puis c'est un peu plus tard que j'ai vraiment connu, on pourrait dire, puisque quand j'ai eu finalement 18 ans, quoi, quand j'ai commencé vraiment à sortir un peu partout. Là, ça m'a un peu rattrapé, mais j'entendais tout le temps des copains qui étaient au lycée avec moi, qui allaient chez Disco Smash, Menin, etc. Donc, bien sûr. Évidemment. Voilà. Moi, le souvenir, je suis au Mont d'Aluin, à l'église Saint-Alphonse, avec les copains. Et il y en a un qui a entendu, qui me dit on essayait de trouver de la musique, les fameux postes, le copain qui avait un poste, les cassettes. Il me dit il y a un super magasin de musique à Menin, et il faut y aller. Et j'ai des souvenirs d'y aller le vendredi et le samedi. Mais il y avait la queue, ça sortait sur la rue, et tu avais des enceintes, ça diffusait de la musique tout au long de la journée. Il y a pas mal de problèmes avec les voisins aussi. Surtout l'horloger à côté, les pendules n'étaient jamais à l'heure. Mais j'avais l'impression que c'était une époque où tout était possible, en fait. Ouais, c'est ça. Où tu pouvais passer de la musique, voilà. Et forcément, quand on passe comme ça, tu fais découvrir, même si tu n'es que de passage dans la rue, les gens se disent c'est quoi ces sons? Et ça fait rentrer les gens dans le magasin. Et franchement, c'est génial. Mais tu avais t'avais combien de platines devant toi, mon Bruno? T'avais quoi? J'avais 2 Technics. Deux Technics, une table Rodec et une platine CD Technics, les premières, là, tu sais, avec le capot qui s'ouvrait sur le dessus. Là, je sais pas si et derrière toi, quelques vinyles. Alors, c'était les sorties de la semaine, je sais pas. Il y avait les meilleures ventes. On mettait les maxi et les nouveautés. Et puis, je vendais encore des 45 tours dans les années 80. Donc, c'était encore l'époque où les gens achetaient des 45 tours, donc j'avais tout, j'avais des albums, des maxi vinyles, et puis des 45 tours, des cassettes bien entendu, et le début du CD en 83, 84. Ça, c'est sûr que ça m'a vachement intéressé d'acheter une petite platine CD à l'époque, c'était nouveau. C'était quelque chose, ouais. C'était génial, on rachetait tous nos disques, quand c'était possible, tous les Pink Floyd, tous les Kraftwerk, tous les... Le CD, c'est déjà sur cette période 83, 83, 84 que ça arrive. Mais moi, si je peux rajouter quelque chose... Mais tu peux. Donc, moi, Manu, c'est juste pour dire qu'à l'époque, comme moi, j'étais plutôt au sud de l'agglomération lilloise, on entendait beaucoup parler de Disco Smash, et il y avait très peu de disquaires dans lesquels on trouvait des pépites. Il y en avait 1, voire 2, peut-être 3
maximum sur la métropole lilloise. Donc, mais en premier, on entend toujours parler de Disco Smash. C'était systématique. C'était la référence. Hein, je pense. Non, il faut quand même être honnête. Il y avait quand même 3 magasins quand même dans la région qui étaient, Dont un rue de Lille à Luin. Il y avait la boucherie, notamment. Non, il y avait Disco King à Moucron. Oui, Il y avait USA Import à Lille. Rue de Lille à Luin, tu parles de casier. On était les 3, Ouais. on était les 3 seuls vraiment magasins d'import de pointe dédiés sur aux la musique. DJ. Bien sûr, on avait des. Si l'un il y avait un morceau, un vinyle que moi je l'avais pas, l'autre il l'avait. Bon, on n'avait pas non plus des quantités quand tout le monde voulait le même morceau parce que les DJs étaient à l'affût. D'un track terrible, machin, donc il fallait attendre la semaine d'après. Donc les DJ ils faisaient le tour, hein. Ils allaient chez Dickie, ils allaient chez US Import, ils venaient chez nous. Donc voilà, ça c'est le respect aussi qu'il faut avoir aussi pour les gens qui ont Bien sûr. donné toute leur... Mais on va dire que tu étais preneur de plaques. Et tu parlais de quelque chose de très, très intéressant, de dire t'écoutais les catalogues, les choses comme ça. Et après, tu choisis forcément. Bon, la chance que j'ai eue à mon niveau, je pense que les autres n'ont pas pu faire ce genre de choses, c'est que j'avais quand même... On était grossistes aussi. Ouais. On était grossistes et on faisait des très grosses quantités sur la France. On livrait quasi... tous les magasins un petit peu branchés de France, dans toutes les grosses villes. Donc on a acheté, quand j'achetais un maxi, si je prenais un maxi de Madonna par exemple, et ses premiers tracks, comme Holiday, on en prenait 4-5 000. Ouais. Moi je me rappelle avoir vendu au moins 12 000 gros zones pour un petit magasin. Donc dans le magasin, j'en ai au moins, pour ma part, j'en ai vendu au moins 2000, mais j'en ai exporté au moins 10 000. Ouais, mais c'est... Pour Iceberg. Tu sais, Ouais. Et Jawobble, pareil. Anne Clark, pareil. Une phase B très intéressante. Art of Noise, Film Zweig. je pense que le disque que j'ai vendu le plus, c'est Art of Noise, Moments in Love, en version maxi. Ouais, ça, On c'est parlait de gros zones, il y a Jeff DSG qui m'a fait découvrir la semaine dernière la phase B de Iceberg, titre très intéressant. Film Sur- 2. Film tout, ouais. Enfin, moi je dis Film Zweig parce tout que à c'est fait, ouais, des ouais, Suisses ouais. allemands. Donc. Eh, mais Bah, tu je l'ai sais, remixé, il y a pas longtemps. Oui, hein. oui, Quand tu dis c'est un Excellent, catalogue, excellent c'est remix. là où je veux en venir, c'est que c'est... Pour moi, tu as une oreille, parce qu'encore une fois, c'est hyper important. On va te proposer 1000, tu vas en pouvoir prendre peut-être 200, 300 pour le magasin, tu ne pourras pas tous les prendre. Mais il faut faire une sélection. Ouais, c'est ça. Et cette sélection, si tu n'as pas d'oreille, tu passes à côté. Ouais. Tu as des titres que les autres n'auront pas. Enfin, voilà. Et- Mais des références dans ce style-là, j'en ai à profusion. Hein. Je te dis, cette époque elle était très très riche. On a eu vraiment de la chance. Par contre, on a eu des tracks aussi, des maxi comme un maxi. C'est dommage qu'Olivier n'est pas là, Olivier Brel n'est pas là, On salue aussi Olivier. qui est un de mes meilleurs amis, que j'avais comme client à partir de 85-86. On était fan d'un track qui s'appelait Night Move, Ah, bah oui. Trans Dance. Ouais, Ça, c'était le genre de titre que j'avais 3 pièces, quoi. 3 pièces. ça, c'est terrible, ça. Et j'avais Hervé qui venait aussi au magasin Bien sûr, tout Hervé, jeune, en on salue. mobilette, à qui j'ai vendu le fameux New Music 20 Hours from Culture, qui est extraordinaire, en version maxi. Hervé, gros collectionneur de vinyle Ouais, aussi. Hervé a une collection extraordinaire. Oui, Olivier Brel aussi, hein, Oui, je sais. quasi, voilà. Hervé, c'est un grand fan de Berlin Express. Achtung, Achtung. Alors ça, c'était une période vraiment très très riche, très créative. Ça a été un plaisir chaque jour d'avoir tenu ce magasin. Et ce qui est génial, c'est qu'à cette époque-là, c'est un peu comme aujourd'hui dans les événements qu'on fait avec Hervé ou avec Stéphane. On va y revenir, mon Bruno. Ouais, Mais tu ouais. vois, 30, 40 ans après, il n'y a rien qui est oublié. Non. Aussi. C'est ça Non. qui est important. C'est impossible. Et juste, tiens, tu as parlé des clubs. Nous, quand même, à Luin, on avait le Zoom. Ah, Je voulais absolument placer le Zoom. Ah, ouais. Et un autre petit club, la Bicoque. La Bicoque, on Ouais. avait le tube. 2 institutions. On avait le Ouais. tube aussi au Monde à Luin. On avait le tube juste Ah oui. un peu avant la Bicoque. Puis au-dessus du Zoom, il y a eu le 405. Le 405. Ça, c'était au-dessus du Zoom. C'était Ouais. l'étage. Au-dessus du Zoom. Mais la grande époque, c'était le Zoom en 78, 79, 80. Ça a été la pleine période disco. C'était la folie. discothèque, C'était magique. En fait, il y a 3 époques que je vais retenir dans mon métier avant de partir. C'est le disco. Ça, c'était vraiment extraordinaire. C'était une période
ça respirait le bonheur, c'était Bien sûr, ouais, tout ouais, était une fun. certaine libération. Hein, Bon, tu- c'était les belles années, hein, c'était Oui, oui. voilà, elle est partie des 30 glorieuses. Après, on a eu la New Wave qui était bon, bien sûr, c'est un peu plus dark, on n'a pas la même, c'est pas festif. Ouais, mais Hein. Mais et après, on a eu la New Beat. La New Beat, ça a été une période qui était un peu comme le disco, mais complètement barré, quoi. C'était vraiment très très excitant de sortir dans cette époque-là, c'est clair. d'aller au Boccaccio, d'aller au Carrera, d'aller dans les boîtes dans la région. Enfin, on a vécu des choses incroyables. Aujourd'hui, c'est un peu triste ce qui se passe aujourd'hui. Tout se casse la gueule, et ça, c'est vraiment dommage. C'est pour ça que nous, on essaie de faire perdurer toute C'est cette période avec nos clients, C'est parce pas faux. qu'on on va y revenir Ouais, sur si les tu- soirées. Je t'en prie. On va continuer. Tu Je vois, t'en l'émission, ça passe. Hein. Je t'en prie. On va continuer en musique. J'ai demandé aux deux comparses qui sont autour Ah. de la table une sélection. Je vais Oui. commencer avec Olivier, qui a la primeur, voilà, sa première radio. Et, alors, tu m'as choisi Trans-Europa Express. De Kraftwerk, ouais, tout à fait, ouais. Voilà, c'est. on en Ouais, discutait extrait de en leur off. 6e album. Bon, la petite anecdote, le TI, c'était en fait un train de luxe qui circulait en Europe à l'époque. C'est un peu l'équivalent à l'heure actuelle, on va dire, de notre Eurostar. Voilà. Bon, il y a ce côté redondant. Enfin, c'est des précurseurs de la musique électronique, hein, Kraftwerk. Donc, Et on parlait en off, ils ont amené d'autres choses, ce track. Je parlais oui, du- et du- ça a de été la une source culture d'inspiration de rap, nombreux hip-hop. samples. C'est un des États-Unis. artistes les plus samplés que James Blunt, Kraftwerk. Ouais. Et donc, on va s'écouter ça. Et la également, version longue fait 13 minutes 44, mais là c'est la version normale à 6 je minutes. n'ai pas regardé ce qu'elle faisait. 09. 6,36, c'est Ouais, déjà ça, très très voilà, bien. voilà. Et juste avant, on va s'écouter un live de Gary Newman. Oui, Gary Newman, Pressure Principle, enfin. Il n'y a pas que Cars. Hein, dans Gary Newman. Un artiste qui a une influence énorme sur la scène électronique anglaise notamment. Aussi un des précurseurs, Gary Newman, très influencé par les écrits de Philip K. Dick notamment. Voilà. Et j'ai choisi ce morceau-là, oui, parce que c'est beaucoup plus autocentré. Il faut lire le texte en fait, mais ça reste un morceau de musique électronique assez exceptionnel, assez proche de Our Friends is Electric, mais moi c'est un peu mon petit titre préféré de Gary Newman. Et un live. Donc on va Gary s'écouter- James Webb, voilà, né en 1958. On va s'écouter ça tout de suite. C'est des morceaux qui sont le bienvenus sur X-Wave. Et nous, pendant Merci, ce temps, Fred. on va faire une petite pause Vitel et on revient tout de suite. Thank
Eh bien voilà, c'était la sélection d'Olivier. Merci. Mais je t'en prie, Olivier, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et tu voulais rajouter quelque chose sur ce titre, c'est ça? Oui, en fait, Kraftwerk est un des groupes qui s'est ouvert le plus à l'influence internationale, puisqu'on a, pour ce titre-là, on a 3 versions. On a une version donc allemande, forcément, une version anglaise et une version française. Voilà. Tout à fait. Voilà. Et pour la petite info, ils viennent de Düsseldorf et ce sont Oui, des grands le fans, label Kling Klang. grands fans de vélo. Voilà. En fait, ce groupe, voilà, leur temps libre, les gars faisaient du vélo. Oui, ils ont sorti un album qui est sorti en 86 qui s'appelait Tour de France. Exactement. Oui. Voilà. Pour la petite histoire. Eh ouais. On revient avec notre ami Bruno. Donc on était dans la période de Discos Match du magasin. Et est-ce que c'est pendant les années donc magasin que te vient la production? Alors oui, bien sûr. Ouais. En fait, je vous raconte ça vite fait. Donc en 83, donc voilà, période New Wave, voilà, tac tac tac, Front 242, Human League, John Fox, et j'en passe des meilleurs. Bon, la New Wave va perdurer jusqu'en 86. En 86. Ouais, tout à fait. Bon, au magasin, on évolue toujours, hein, bien entendu. On achète des disques un peu partout. Et un nouveau mouvement est en train d'arriver qui vient un peu des États-Unis avec nous les premiers tracks house underground sur les labels Chicago Tracks. Je ne sais pas si vous connaissez Chicago Tracks, dont le fameux Frankie Knuckles, Your Love, et puis tous les morceaux un peu, les premiers morceaux acides avec la fameuse TB303. Et on est très très intéressé par ce son. On commence à vendre pas mal de titres. Les DJ commencent à jouer le jeu sur cette musique-là. Et alors ce qui se passe, c'est en 86, mon associé Michel Lachtorgal avait déjà fait un tube au Japon. Qui s'appelait Michael Fortunati, un artiste de la région. On a fait un tube au Japon qui s'appelait Give Me Up, qui est un très gros succès. N'a pas marché vraiment en France. On a quand même vendu peut-être, je pense, 150 000 copies en France, qui était déjà pas mal. Mais au Japon, c'était un tube qui a duré 10 ans. Et Michel était souvent parti là-bas au Japon. Tiens, je m'entends plus trop bien. Voilà, donc c'est normal. Michel est parti au Japon. Moi, j'étais seul au magasin. Je commandais donc tous les disques aux États-Unis, en Angleterre et puis d'autres pays. Et à ce moment-là, Michel me dit, écoute, si tu as envie, il y a de l'argent qui est rentré. Donc, si tu veux, tu peux aller faire une production en studio. Moi, j'avais jamais mis un pied en studio, je savais pas du tout ce que c'était, j'étais vraiment novice là-dedans. Et chaque semaine, j'avais la visite, chaque vendredi soir, de Jackie Meurice. Ah, notre ami Jackie. Notre ami Jackie Meurice, qui venait au magasin quasi tous les vendredis soirs, me faire écouter des maquettes de son groupe SA42, Signaloud 42. Et un jour, on s'est décidé à lancer l'aventure. Donc ce qui s'est passé, c'est que Michel nous a envoyés à Bruxelles, dans un gros studio qui s'appelait le Studio Swan, et on a enregistré Pleasure and Crime à cette époque-là. Même Jackie n'avait jamais mis non plus un pied dans un studio de cette envergure, hein. C'était vraiment magique. Et on a donc sorti cette première production. En fait, c'est ma première production. La première prod, c'est SA42. C'est SA42, Pleasure and Crime, qui a été un succès, qui a été un gros succès d'estime. On peut le dire comme ça. On a vendu ça dans le monde entier. On a reçu des courriers de pays improbables comme Nicaragua, l'Australie. Ça a été. On a vendu génial. Quand même pas mal de disques. À l'époque où il n'y a pas Internet, tu vois, que la musique se diffuse comme ça. C'est ça qui était beau aussi. Hein. C'est les gens qui écrivaient des courriers, mettaient des photos. Merci à vous d'avoir fait un track comme ça. Pleasure and Crime, on adore la phase B. Et de ce temps-là, donc on a eu la chance de pouvoir faire un album, le premier album qui s'appelait Pro Patria, qui était génial d'ailleurs. Et avec Jackie, on avait fait un premier concert à Courtrai au Lamplight. Ça, c'est un très beau souvenir aussi. C'était génial pour Jackie aussi, parce que il n'a jamais fait ça vraiment dans une situation comme celle-là. Cette forme-là, ouais. Et voilà, donc on a commencé à faire de la prod en 86. Et ça, j'ai commencé avec Jackie à ce moment-là. On a eu vraiment des moments extraordinaires à deux. On a eu des parties de plaisir fantastiques. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, donc on arrive en 86-87,
Et là, on a les prémices de la New Beat. Les prémices de la New Beat. Tout à fait. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? Moi, le week-end, je sors. Et je sors où? Au Carrera à Gand, qui était la boîte qui était en face du Boccaccio, avant que le grand Boccaccio ouvre. Alors, le Carrera, c'était le rendez-vous de tous les DJ qui avaient envie de découvrir des nouveaux trucs, une nouvelle façon de mettre la musique. Bon, à cette époque-là, moi, j'étais plus disjockey, hein. J'avais arrêté pour me consacrer qu'au magasin. Et donc le dimanche soir, on allait boire une bonne bière avant de partir, et on partait là-bas, on mangeait un hamburger, et on arrivait au Carrera. C'était vraiment magique. C'était le deuxième choc avec On the Beach, le Skyline et le Carrera. Ça a été vraiment Il y avait un DJ extraordinaire à cette époque-là. Pour moi, ça a été le meilleur DJ qu'il y a eu en Belgique. Il s'appelait Tissi, malheureusement disparu, il est décédé il y a quelques années. Il y avait un talent incroyable. Et là, on entendait aussi tout. C'était incroyable. On entendait Prince, Serge Gainsbourg, mixé avec Crash Course in Science, avec James Brown. C'était magique. C'est ce que j'aimerais bien encore aujourd'hui de faire. C'est ce que je fais au Europe, par exemple, quand en début de soirée. Pendant les premières heures de la soirée, c'est la musique que je joue à la Rope. C'est tout à fait. On appelait ça la musique AB. Donc c'était ça a débuté l'AB parce qu'il y avait une boîte qui s'appelait l'Ancienne Belgique à Bruxelles. Qui était une sacrée salle de donc concert. on a donné un nom à ce style musical d'Ancienne Belgique. Donc AB Musique, AB Sound, et le Carrera c'était ça. Le Café d'Anvers c'était cette musique là aussi. Et ça a été 2-3 belles années entre 87 et 90. Ça a été vraiment magique. Ça, c'était pour moi aussi une des plus belles époques que j'ai connues en sortie. C'était très riche musicalement. En tout cas, il y avait des gens qui avaient envie de sortir dans des boîtes commerciales où on entendait Modal Talking, Madonna et Michael Jackson. Bon, moi, j'avais pas envie d'écouter ça. J'avais déjà des goûts beaucoup plus évolués que tout ça. Après, je peux comprendre. Moi, je critique pas les gens qui... voilà. Mais c'est sûr que j'allais de temps en temps à Moucron voir mon ami Michel qui mixait encore lui au VSD à Moucron, où il mettait des trucs hyper popus. Et c'était pour aller dire bonjour. Et après, je partais directement dans les boîtes sur Gand, au Culture Club, toutes ces boîtes-là qui ont marqué cette génération. Et puis en 90, le Boccaccio qui arrive. Ça, c'était Carrera, plus personne. C'était juste en face, le Boccaccio. Une boîte extraordinaire. Ça n'a pas duré longtemps, par contre. Ça n'a pas duré très longtemps. Et c'est là, c'est en 88 que j'ai fait mon premier tube. C'est avec Amnesia. C'était cette année-là. Pareil, j'avais un gars qui venait tous les semaines au magasin qui s'appelait Stéphane Novak, tous les vendredis soirs aussi. Donc on était tous réunis, on allait boire des verres ensemble après le magasin, la fermeture. On allait manger une frite. On va dire c'est des gars qui travaillaient leur son de leur côté. Ouais, ils faisaient des maquettes chez eux. Okay, ouais. Et après, nous on décidait de développer dans un studio pour avoir une meilleure, une plus belle production. Quoi. Et je reviens à ça. SA42, Signal 42, Jackie et ça, le label No Disc, c'est toi ça, Bruno? C'était le label de Michel et moi. C'est ton label, ouais, d'accord. Ouais, voilà. ouais. Au début, c'était le label Disco Smash. Ouais. Donc SA42, c'était sur le label Disco Smash. Et après, on a créé une société qui s'appelle Now Disc, où on a monté nos studios en dehors du magasin. On a eu deux endroits bien spécifiques pour les studios, en 92 et en 95. D'accord. En fait, moi, j'ai arrêté le magasin en 92. D'accord, le magasin s'arrête en 92, ouais. Et j'ai quelqu'un qui est repris, qui s'appelait Sébastien Pastor. Ensuite, Chris Lowen. Et moi, je m'étais lancé vraiment dans la production parce qu'on avait quand même déjà fait deux gros hits, avec Amnesia et puis Le Dormeur. Donc, j'ai dit il faut que je fasse que ça, quoi. Et derrière Le Dormeur, c'est qui Le Dormeur, Jackie et moi, on a fait ça ensemble. On a fait ça à deux. On a fait ça à deux à Comines. On a fait ça à Comines. Et on a fait une version branchée au départ, qui a été joué tout de suite par Olivier Peters au Boccaccio. Moi, je me suis pointé un dimanche soir au Boccaccio avec une cassette DAT. C'était les premiers DAT qu'on avait à l'époque. Et j'avais déjà demandé en 88 à Olivier Peters
Il était tout jeune, hein, on aurait dit un gamin de 17 ans qui mettait la musique dans une boîte où il y avait 4000 personnes. Quoi. C'était hallucinant. C'était une boîte magnifique. Hein. D'ailleurs, ça venait de partout en Europe, ça venait d'Allemagne, d'Angleterre, de Hollande, de Paris. Enfin, c'était la boîte où il fallait être. Les sons, le son de la boîte déjà terrible, plus les sons de l'époque, ça tapait déjà pas mal. Entre l'acide, la new beat, la musique ancienne Belgique, la musique électronique, c'était fabuleux. Moi, j'ai vu un bus japonais là-bas. Ah ouais, que des japonais dedans. C'est bien possible, hein, c'est bien possible. Mais bon, pour te dire qu'à l'époque, je suis arrivé en 88 au Boccaccio avec une cassette audio, pas une cassette DAT à cette époque-là. Et en pleine soirée, je me permets d'aller voir donc Olivier Peters dans la sono, qui lui, bon, est tout gamin, ça venait juste d'ouvrir, machin. Et je lui demande s'il peut écouter la cassette, malgré qu'il y avait le monde. C'était un peu compliqué de demander à un disjockey d'écouter une cassette. C'est vrai que j'avais osé le faire, mais bon, j'ai eu raison, parce qu'il a écouté et il a passé tout de suite. Et là, il y a eu un blanc dans la boîte, il y a eu un silence, et les gens il y a eu une hystérie totale. Donc tout le monde est venu à la sono pour demander c'est quoi le disque. Ah, c'est génial. C'est hallucinant. Hein. Moi j'ai vécu ça en tant que producteur et créateur du disque avec Jackie. C'est incroyable. C'est sur le Dormeur que tu fais 1 million de... Non, c'est sur Boris. Boris, voilà, la continuité de production. Amnésia, je pense qu'Amnésia on a vendu 250 000 copies. Qui était déjà énorme à l'époque en vinyle, hein, c'était quand même 250 000 vinyles, c'est quand même pas mal. Le Dormeur, quasi pareil, 300 000 copies. Vraiment beaucoup de succès. Et moi, j'aimerais bien savoir ta réaction. Quand on en parlait en off, quand tu dois aller chercher ton premier disque d'or, c'est ça, disque d'or. Ouais. Bah, ça, c'est. D'ailleurs, les anecdotes par rapport au disque d'or. La première anecdote, c'est à Gand. Non, d'abord c'est Indisc en Belgique pour le disque de Amnesia Ibiza, parce qu'on était numéro 1 en Belgique et en Espagne. En Espagne, j'y ai pas été, c'est Michel qui a été. Donc on était reçus par la maison de disques, on était au resto, machin. Donc ça c'était comme ça relativement sympathique. C'est génial. Au début, tu peux être peut-être intimidé la première fois, avec une certaine fierté. Oui. Mais après, tu peux aller en chercher un tous les mois à la limite des disques. Non, ça s'est pas été tous les mois, ça aurait été autre chose. Non, mais en 91, pareil, chez Music Man à Gand, hein, c'était la maison de disques de chez News. Anciennement Music Man, avec Dieter Issel. On avait fait un gros score avec le Dormeur en Belgique. Et en France, on était 9e au top 50 en France avec le Dormeur. Il faut quand même le savoir, c'est quand même incroyable. C'est une sorte de momie avec des bandes. Ouais, alors l'anecdote aussi, par exemple, par rapport au show en gala et en télévision, c'était Philippe Donte qui était dans la momie. Philippe Donte, ouais. Ok. Pourquoi ? Parce que Philippe venait pour Radio Galaxy à l'époque au magasin. Je lui prêtais des disques pour le week-end. Donc ils avaient des nouveautés à dispatcher en émission. Et on venait juste de faire le Dormeur et il sentait que le succès était là. Et je dis à Philippe, je suis très embêté, j'ai pas de visuel pour le Pleasure Game. On avait déjà des demandes par rapport à des galas en Belgique dans toutes les boîtes, en télévision. Il y avait 10 qu'on aime, il y avait France 3, La Classe, il y avait tous ces trucs-là. Et il dit, écoute, moi je vais le faire. Moi je vais faire le visuel du Dormeur. Et c'est là que ça a commencé pour lui. Ça a été, il a tourné, il a fait toutes les boîtes de France et de Belgique. Hein. Enfin, c'est hallucinant. Hein. Oui, il tourne encore d'ailleurs. Et encore sur le nom de Boris maintenant. Hein. Donc, enfin voilà quoi. Ça, c'était. Et pour le disque d'or de Boris, là, c'était un peu plus festif. Ça s'est fait aussi à Paris chez Sony Music à l'époque, parce que c'était eux qui avaient donc signé l'album de Boris et le single où on avait été numéro 1 du top 50. C'est génial. Ouais. Et c'est dommage parce qu'on aurait pu être 2 fois numéro 1, parce que le Miss Camping qui est sorti juste après Soirée Disco, on a été 2e et on n'a pas réussi à peu de choses près, on était premier aussi, là, ça aurait été le 3e. Parce qu'entre deux, j'ai fait aussi un track qui était aussi numéro 1 au top 50, qui était Darla Diradada. C'est vrai, ça sonne très bronzé, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Avec Henri Bellolo, hein, parce on est devenus très amis avec Henri Bellolo, paix à son âme aussi. Il est parti il y a quelques années
un mec extraordinaire. Alors, je me trompe peut-être, mais c'est pas le gars qui avait avec le groupe Village People. Village People, Ouais, c'est ça. C'est lui qui a produit Village People, Break Machine, Erta Kitt, les Ritchie Family. Enfin, il y avait un catalogue de jazz énorme. Il y avait la maison de disques chez Scorpio Music, avenue Georges V à Paris, où on allait toutes les semaines. On était là-bas parce qu'on signait quand même pas mal de produits à Paris, chez Airplay, chez Polygram, chez Scorpio, chez Happy Music. Mais avec Henri Bellolo, j'ai quand même eu la chance d'être invité chez lui. Il a quand même vendu 50 millions de disques, quand même, Henri Bellolo. Moi, je suis rentré chez lui dans son hôtel particulier dans le 8e à Paris. Jamais j'aurais cru pouvoir rentrer dans un endroit comme ça. Je suis accueilli par un majordome, des disques d'or partout. Moi, j'en ai quelques-uns chez moi, mais lui, c'était par centaines. Les murs étaient tapissés de disques d'or. Ah, non, c'était un Hall of Fame. Et un personnage d'une humilité. C'est ce que j'adore chez les gens. Hein, les gens qui ont réussi dans ce métier ou dans n'importe quel métier. Moi, j'adore. La première chose que j'attends chez les gens, c'est l'humilité. Hein, on a de la chance de faire ce qu'on fait. On ne peut pas se mettre au-dessus des autres. On a tous talent. On a de la chance des fois de pouvoir le développer différemment. Moi, ce personnage m'a vraiment... Et d'ailleurs, même Henri, à cette époque-là, je l'appelle Henri parce qu'on s'appelait par nos prénoms. Lui, il connaissait tout le monde du show business, que ce soit à New York, à Miami, ou à Los Angeles, ou à Paris, ou à Munich. C'était le personnage, quoi. C'était le mec qui avait vendu... Je pense qu'il a vendu presque 70 millions d'albums, de disques. Enfin, c'est hallucinant. Bien sûr. Et on est parti à Ibiza ensemble. On a loué avec Michel une villa pendant plus de 8 mois à Escoubels, en face de l'agence Elite à cette époque-là. Et on avait fait venir un studio par avion. C'était. C'est vrai qu'à l'époque, on avait des moyens quand même que j'ai plus aujourd'hui. Non. Parce que on avait fait quand même du chiffre avec voilà. Donc on s'est permis des choses incroyables et je regrette pas d'ailleurs parce que les gens qui étaient avec moi, que ce soit Xavier de Canter, il y avait qui encore, il y avait enfin je vais revenir sur son nom, et on était près de chez Henri Bellolo qui avait dans un superbe hôtel. Il m'a présenté tous les artistes là-bas sur Ibiza. On sortait au Pacha tous les soirs. Enfin, ça a été du régal, du plaisir. Du plaisir et des rencontres avec des gens passionnés et des gens simples. Et c'est ça que j'aime. Je pense qu'on pourrait le répéter dans l'émission, mais tu dis de toute cette période, on se marrait en fait. Ouais. Alors, ça a toujours été un plaisir. Pour te donner encore une petite anecdote, en studio, on avait un studio à Dautigny, on avait 3 studios qui tournaient H24. Il y avait Jackie qui bossait avec moi, il y avait Benoît Marissal, on avait encore 2 autres personnes. Le midi, qu'est-ce qu'on faisait ? On jouait à la console Nintendo. On jouait à Super Mario et à Bomberman. Et on jouait pour des petites pièces de 10 francs français. À l'époque, c'était encore le franc. On s'éclatait et on avait toujours à boire dans le frigo et c'était convivial. Tous les gens qui venaient, ils étaient bienvenus. Il y a beaucoup de gens qui voulaient venir voir les studios, donc on recevait tout le monde. Enfin, les portes étaient ouvertes. C'était magique. C'était vraiment magique, sans prétention. Et on faisait des succès et on se rendait pas compte. On se rendait même pas compte qu'on faisait des... Parce qu'aujourd'hui, tous les gens me disent « Ouais, mais Bruno, t'as vu, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as produit ci. » Ouais, mais à l'époque, c'était devenu normal. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que les maisons de disques nous mettaient la pression. Ah, après, quand t'es parti dans... Parce que moi, c'était pas le but de faire du phénoménal ou des trucs comme ça, hyper populaires. Phénoménal, on a vendu 700 000 copies, hein, quand même, il faut quand même le savoir. C'est énorme. C'est quand même des scores et... On a fait ça en une journée. Ouais, et de nos jours, même les plus grands groupes vendent pas ça, quoi. Non, mais c'était une époque incroyable. Bien sûr. C'était une époque incroyable. Et les maisons de disques, ils avaient tellement l'habitude qu'on faisait des trucs qui cartonnaient, ils nous demandaient que faire des trucs qui cartonnent. Des tubes, ouais. Donc, et moi, je voulais pas faire ça. Je voulais faire autre chose. Je voulais faire de la musique électronique. J'avais plein d'idées pour faire autre chose, mais j'avais plus le temps. J'avais plus le temps de m'occuper de ce que j'avais envie de faire. Ça, c'est un peu les regrets de cette époque-là. La journée, elle fait que 24 heures, et puis voilà, quoi. Après, faut bien dormir, vivre. C'est ça.
Et ouais, c'est pas simple quand on sort comme ça plusieurs tubes, d'avoir une continuité dans les tubes. Enfin voilà, là on est tous mélomanes autour de la table, on pourra tous dire on connaît un album, il y a des titres qui ont bien marché. Et voilà, s'il y avait une machine à tube qui existerait, on serait les premiers à l'avoir inventé. Hein. Ça a toujours été fait dans une humeur de gaieté, on avait des idées, parce que moi j'étais disquaire, donc j'avais plein d'idées par rapport au vinyle que je recevais au magasin, j'écoutais tout, je samplais des sons. Et encore, quand je vois tous les disques qu'il y a eu dans les années 90-2000, à 95%, c'est tout des samples. Tous les succès discothèques, ce sont que des samples. Voilà. Alors on va continuer en musique. J'ai juste une petite anecdote. La première fois que j'ai entendu Amnesia, après il y a Hysteria qui a un super deuxième single aussi, hein, sincèrement. Ouais, c'est juste. C'était à l'Éden à Moucron. D'accord. Chez Ronald, voilà. Pour la petite anecdote. Ah non, il y avait à Moucron, moi j'allais au Paradis Malin aussi. Oui, le Paradis Malin. Donc j'étais à l'inauguration du Paradis Malin. C'est vrai. C'était Lisly et toute une époque aussi. Ouais. Alors Jackie viendra dans l'émission. L'invitation est lancée. On va s'écouter juste un titre parce qu'il nous reste une demi-heure d'émission. Il y a encore plein de choses à dire avec toi, mon Bruno. Et on va écouter un titre. J'adore ce titre. Girls of London. Tout à fait. Ça, c'est le deuxième single des SA42 qu'on a. Je trouve le titre génial. On se l'écoute et on revient tout de suite avec vous, les amis.
Et voilà, c'était Girls of Wandelen de Signal Hot 42 avec l'ami Jackie Meurice qu'on salue. On continue l'aventure radiophonique ce soir avec notre ami Bruno. Et on va arriver sur les soirées. Alors, où j'ai pris conscience, c'est quand on a discuté, on s'est eu au téléphone, mon Bruno. Ça fait 23 ans là, que tu fais les... Que j'ai repris, oui. Que j'ai repris les soirées. Ouais. Génial. Ouais. Disons que en 2002, ouais, je pense, j'ai eu un coup de mou dans la prod. Ouais. J'ai eu un coup de mou dans la prod. J'avais tellement de pression avec les maisons de disques qu'il fallait faire ci, il fallait faire de la musique populaire, il fallait faire comme ça, il fallait faire ça. J'ai baissé les bras. J'aurais peut-être pas dû, mais je regrette pas parce que j'ai aujourd'hui, quand j'ai recommencé à mettre la musique, j'ai recommencé sur Moucron à l'irlandais. Ça m'a arrangé parce que je venais de me séparer dans mon couple. Et je jouais à l'irlandais tous les vendredis, tous les samedis. J'étais bien, il y avait du monde, je mettais la musique. C'était génial. Et bien sûr, j'ai fait énormément de soirées privées, des anniversaires, des mariages, des ci, des ça. Et j'ai commencé à faire des événements. Mais avant ça, j'ai ouvert un petit club à Moucron qui s'appelait le Mojo. Que Manu connaît très bien d'ailleurs. Ah, Manu. Que Manu connaît très bien. Et c'était un gros festival. C'était un bar ambiance près de la piscine de Moucron, juste au carrefour. C'était festif. C'était vraiment. Heureusement que j'ai arrêté parce que je pense que je ne serais pas là ce soir. Je serais peut-être déjà parti. Donc j'ai arrêté le Mojo au bout d'1 an et demi, 2 ans d'ailleurs, je pense 2 ans, allez, grand maximum. Et là, je me suis lancé dans les événements. Et on a commencé à faire des grosses soirées au château de Bourgogne, que tu connais, les fameuses soirées New Gold Dream, très, très qui pour moi était un magnifique concept. New Gold Dream, sur le nom de Simple Minds, bien entendu. C'était des soirées blindées. On avait 1000 personnes, 1200 personnes, un peu comme l'Europe aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Mais dans un endroit quand même fabuleux. Un cachet, qui avait du cachet, voilà, tout à qui fait. parlait à beaucoup de monde. Ou les soirées disco maintenant. Oui, voilà. Donc, maintenant, on se diversifie parce que je reviens un peu à mes premiers amours. Maintenant, c'est les soirées disco pour l'instant parce qu'on aime ça déjà. Moi, j'adore l'ambiance disco, comme j'ai tout dit tout à l'heure, ce que j'ai connu dans les années 70. À partir de 76 jusqu'à 82, le disco, ça a quand même été fabuleux. L'ambiance dans les clubs, les gens, c'était festif, les gens étaient sympas. Il n'y avait pas de prise de tête, c'était magique. Donc on développe ces soirées disco là depuis maintenant 1 an. Je pense qu'on a fait ça la première fois l'an passé à la Blomerie au mois d'avril, je pense. La deuxième qui s'est donc aussi déroulée au château de Bourgogne en novembre dernier, qui était aussi une très grosse réussite. Et là, la prochaine ici c'est le 19 avril à la Blomerie de nouveau. Il y a plein de lieux où tu... Puis au casino aussi, Non, casino on n'a pas fait de soirée disco. l'année dernière. Manu, il a eu chaud là. Non, on a fait Dernière. parce qu'on a plusieurs concepts. Moi j'ai 2 associés, j'ai RVU en France et j'ai Stéphane Wilson en Belgique. qu'on salue vraiment. Voilà, on les embrasse tous les deux. Ouais. Ces 2 personnages vraiment de grande qualité. Oui, en couleur aussi. C'est de mélomanes aussi. des gens qui savent faire. Oui. Voilà, Ils nous écoutent peut-être. c'est bien possible. Ouais. Et de belles personnes. Mais pas que, tu as aussi l'un des fondateurs de la Factory Walk. Alors, c'est la Factory Walk. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand on a arrêté la New Gold Dream au château de Bourgogne, par rapport à des différends avec mon ex-associé. Oui. Vous connaissez un peu l'histoire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'Olivier, c'était le concept d'Olivier, les soirées New Gold Dream. Tout à fait, ouais. Donc j'ai dit, écoute Olivier, on va pas arrêter là, on va continuer, on fera ça ailleurs, dans peut-être un plus petit comité, on s'en fout. On va continuer le concept. Et de là est venu le Factory Walk, c'est moi qui ai trouvé le nom comme ça, parce que j'ai adoré le morceau de Neon Judgment, Factory Walk. Et je trouvais ça génial, avec un logo bien stylisé, style usine, j'adore ça. Donc pour moi, c'est peut-être ma soirée préférée. C'est vraiment. C'était bien trouvé. Ouais. Je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Et oui, effectivement, beaucoup de soirées. On a commencé en début d'émission à parler d'Aluin. Oui. Et je sais que chaque année, il y a une soirée à la salle du manège. Ah oui. Je ne sais pas si elle continue. Oui. Mais
Mais mine de rien, tu vois, avec un tel parcours, il doit y avoir, je serais hyper fier et une certaine satisfaction de venir, comme je disais, de revenir mixer, faire danser les gens du village, tu sais, à la salle du manège, en face du Familia. Alors ça c'est une des un des beaux events de l'année pour ma part. C'est la 9e édition qui aura lieu donc le 3 mai prochain. Ce qui se passe, c'est que le maire d'Halluin, l'ancien maire d'Halluin, Gustave Dassonville, c'est lui qui m'a approché avec son bras droit, qui donc était Patrick Splett, qui est devenu un ami. Et c'est lui qui m'a demandé si on pouvait organiser une soirée à la salle du manège. Alors les anecdotes encore, elles sont nombreuses, parce que la salle du manège à Luin est une salle très populaire, mais une très belle salle encore. Complètement, c'est la salle des allumoirs. C'est là où j'allais avec mes parents quand j'étais petit, au bal des pompiers. Ah, Fred, des pompiers. Beau métier. Voilà. Et c'est là que j'ai embrassé la première fille de ma vie. J'avais 14 ans. Vous connaissez des pompiers, vous ? Un petit peu. Tu vois, les souvenirs. Donc, ce qui m'a fait drôle, c'est triste pour le décès de ma maman qui est partie juste un peu après la première soirée. Elle était venue me voir et elle en pleurait parce que elle a connu tout mon parcours. Quand j'étais gamin, elle m'a acheté des disques, elle les a aussi cassés sur ma tête quand ça n'allait pas. Mais bon, elle était un peu fière de son fils. Et là, me voilà à Luin en 2015-2016, je pense, où on fait une première soirée avec la sono en plein milieu de la salle. Elle était pas sur le podium, elle était en plein milieu. Et on ne savait pas à quoi s'attendre au niveau de... C'était une très belle soirée, j'y étais. Je me souviens très bien. La salle pleine, quoi. C'était plein, mais c'était bien parce qu'il y a eu plusieurs types de musique. Et je me souviens de la deuxième partie qui m'intéressait un petit peu plus, quand il y avait peut-être un peu moins de monde, où c'était très, très, très new wave. À ce moment-là, pour remplir la salle du manège, il faut le faire, quoi. C'est 1200 personnes, donc voilà. Et la sono au milieu de la salle. C'était drôle. Et on s'attendait pas à avoir une telle affluence, même si on n'avait pas rempli pour une première. C'est l'année d'après, où on a eu, dès l'ouverture à 19h, il y avait 800 personnes qui attendaient dehors. Et là, tu dis la prochaine, donc retenez bien cette date, c'est le 3 mai. Le 3 mai, à partir de quelle heure, mon Bruno ? À partir de 20h. À partir de 20h. Et je serai avec Bertrand Devetter qui va me donner un petit coup de main, parce que il faut que j'aille parler avec tous les gens que je connais. Pourquoi ? Parce que à cette soirée, j'ai tous les gens de la ROP, j'ai tous les gens de la Factory Wall, tous les gens d'Halluin. J'ai les gens d'Halluin, j'ai les gens qui viennent au magasin. J'ai les gens qui m'ont suivi dans la prod. Donc, je sais que 3 jours après, je vais être malade. Je vais me choper encore tous les microbes. Et juste pour la petite parenthèse, ici, au mois de juin, je recevrai les gens, comme j'ai dit, quand j'ai fait l'émission, c'est ouvert aux musiciens, aux prods, mais aussi aux coiffeuses, aux lighters, aux barman. Et je vais recevoir l'HVL, le club d'athlétisme d'Halluin, qui viendront ici pour une soirée que tu connais. Bernard Descatoires, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps au meeting, et qui m'a parlé de toi. Qui a fait de la radio aussi à Halluin à l'époque. Exactement. Radio Tension. Et qui a connu la radio, les gars, pirates au large. Caroline. Radio Caroline, qui viendra nous conter toute cette histoire. Tu feras un bisou de ma part. Promis. On va juste continuer. Alors Manu, je suis désolé, tu m'as fait une sélection, mais je vais choisir qu'un titre, parce qu'il nous reste encore un petit mot de la fin. Aucun problème. Mais tu sais lequel je vais choisir. Je sais déjà lequel tu as choisi, parce que je crois que tout le monde aime bien ce titre-là. C'est une pépite que tu nous as ramené. Peut-être bien, oui. Donc c'est un titre qui a été développé par Zanias avec... par contre, je me souviens même plus de l'autre groupe qui est derrière, excuse-moi. Westland. C'est ça, oui. Le titre, c'est Westland. Oui. Le feat Zanias, c'est Zoé, non ? C'est ça, c'est Zoé Zanias. Et donc Elisabeth Lewis, qui appartient aussi... Infravision, non ? C'est pas Infravision, c'est ça. C'est Infravision. Donc qui est sur le groupe aussi, Lina Aspera et puis exactement, qui viendront au mois de mai ici au Black Lab. On s'écoute tout de suite ce titre. Merci de m'avoir amené ce titre, Manu, et on revient tout de suite pour le mot de la fin après ensemble, les amis.
Et voilà, c'était la sélection. Je suis désolé, mon Manu, d'avoir fait qu'un titre, mais bon, Pas de souci. on est pris par le temps. Mais mais quel titre? Enfin, voilà, faut pas en faire 10, mais un seul que voilà Il est top. Il est assez récent. Qui est top. Il faudra refaire une émission Dark Wave. Et d'ailleurs, je me permets de dire que je vais le jouer samedi prochain à la Remember of Past au Trianon. Oui, parce que samedi prochain, c'est le retour de la Remember of Past avec RVU. Grosse soirée au Trianon à partir de 19h. On vous attend nombreux. Je pense qu'on va encore avoir pas mal de monde, hein, comme venez d'habitude. nombreux, regardez les places. Souvent, sur les derniers jours, ça s'affole. Les gens trouvent plus de place. Il nous reste une centaine de places, là. Voilà, donc je pense que d'ici vendredi, tout sera parti. Réservé. Je vous invite à regarder... Si vous ne l'avez pas en ami, voilà, Bruno Van Gars, il y a toutes ces soirées dessus. Ici, toutes les soirées sont relayées à chaque fois. Faut vraiment y aller. On passe des bons moments et de la bonne musique. Voilà, on arrive tranquillement sur la fin de cette émission. Il nous reste 2 minutes avant un dernier titre que j'ai choisi pour toi, mon Bruno. Mon Bruno, je t'en ferai la surprise. Je doute peut-être c'est quel groupe. Et voilà, je voulais vous laisser le mot de la fin maintenant à Olivier, Manu. Moi, c'était une première, c'était un grand plaisir d'être parmi vous et Bruno, moi je le porte dans mon cœur, comme Manu. Enfin voilà, c'est de vrais amis pour moi. Mais on se connaît pas depuis très longtemps, une quinzaine d'années. Mais l'historique, c'est que j'allais à son magasin, tout ça. Mais moi, je le trouvais assez impressionnant, Bruno, déjà à l'époque. Moi, j'étais un petit étudiant, hein, donc tous les retours que j'ai. Mais ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est sa carrière de producteur, notamment avec. Bien sûr. Avec tous ces groupes, quoi, tous ces morceaux. C'est clair. Mais merci beaucoup. Merci pour ce bon moment en tous les cas. Merci. Je te remercie en direct, Fred. voilà, Merci. d'être venu, Olivier. Je reviendrai avec grand plaisir. Cette invitation. Maintenant que tu fais également partie de la famille X-Wave, tu sais qu'ici, tu es le bienvenu. C'est très gentil, merci. À Manu, on se connaît. On se connaît depuis un petit moment. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour cette soirée, c'était très bien. C'était très sympa de te voir, de voir un peu tout le monde, Bruno évidemment. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que finalement, Bruno, si on parle de Bruno, c'est que c'est quelqu'un qui a une forme de simplicité et qui me touche beaucoup parce que moi, j'aime bien les gens qui ont une forme de simplicité, même s'ils font des choses un peu extraordinaires. Et je pense que c'est quelqu'un qui fait des choses extraordinaires. N'exagérons rien. Non, mais vraiment, c'est quelque chose qui fait des choses extraordinaires, mais qui... quand on discute avec lui, on a l'impression que c'est monsieur tout le monde, alors que finalement, c'est quelqu'un d'humain, extrêmement humain, et c'est ça qui est très touchant avec quelqu'un comme lui. Et c'est ce qui fait finalement l'ADN des amis que je peux avoir, dont tu fais partie maintenant. Bien sûr. Et puis même Olivier. Bien sûr, Fred. Et Laurie qui est là, mais c'est famille. exactement ça. Ce qui est important, c'est ça, c'est l'ADN de tout ça, c'est le côté humain qui est important, et pas le côté j'ai la grosse tête, j'ai fait ci, j'ai fait là. On peut être fier dans ce qu'on est, on peut être fier dans ce qu'on a fait. Mais je pense que, par exemple, Bruno, là, il a une belle carrière derrière lui et elle n'est même pas finie encore sa carrière. De toute façon, il y a encore des choses qui peut-être il fera demain. Mais de toute façon, c'est ça qui finalement fait l'ADN de quelqu'un comme lui. Voilà. Complètement. Merci Manu pour ça. Et puis pour la petite chose, pour ceux qui ont peut-être raté, le disque de tout à l'heure, c'était donc Infravision. Voilà, je préfère le signaler parce qu'on l'a dit très vite, parce que si j'ai bien compris, il y a plein de gens qui ont bien aimé. Oui, donc complètement. C'était Infravision, donc la nana qui chante, c'est donc Zoé Zanias. Qui sera là au mois de mai au Black Lab. Donc voilà, donc du groupe Lina Aspera, etc. Donc, tout à fait. C'est son deuxième titre, un peu. Puis il y a même un troisième groupe qui est Keluar. Tout à fait, qu'Hervé a fait venir il y a quelques années. Voilà. Ça, c'était pour la petite anecdote concernant la musique. Merci à toi. Merci d'avoir accepté l'invitation également, Manu, d'être venu dans les murs de cette radio qui est RCV 99 FM. Bon, Bruno. Écoutez, moi, je suis très heureux d'être venu avec vous, les amis. Déjà, Fred, qu'on connaît déjà depuis longtemps. Je pense qu'on a déjà fait pas mal de... On a fait le petit concert au Château de Bourgogne à la fameuse New Gold Dream. On l'a fait à la Factory Walk. Là, j'espère qu'on pourra faire ça aussi à Sizouin, au Flex, avec Franck Sénave, avec une belle soirée New Wave juste derrière. Ça, ce serait super sympa. Bien sûr. Je fais juste une parenthèse vite fait.
avec d'ailleurs, mon collègue Davidet, le copain, il est à l'écoute aussi. Si on a eu la chance de faire Milan, Je te salue, Barcelone, David. exactement, le Canada, New York, on sait à qui qui nous a fait confiance au tout début ici. Et tu en fais partie, Bruno. Voilà, merci de nous avoir fait cette confiance. Avec grand plaisir. Sur notre musique, je sais que tu es quelqu'un qui. D'ailleurs, j'ai même une petite idée pour faire un petit truc sympa. On en faut parlera. vraiment pas hésiter. On en parlera très prochainement. Et sur X-Wave, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Avec un grand plaisir. Je sais que tu es rare quand même à la radio, que c'est pas simple, mais vraiment très heureux d'avoir fait une spéciale BVG ce soir. Et je voulais surtout, moi, à l'heure actuelle, te remercier d'avoir fait danser et de continuer à faire danser des milliers de personnes. C'est des sourires à chaque fois, c'est du bonheur. Et sincèrement, mon pote, tu peux en être fier. Et j'ai choisi juste ici on peut l'applaudir. Franchement. Bravo, mon Bruno. Bravo. On peut l'applaudir là-dessus, c'est vraiment bien. J'ai choisi un dernier titre pour toi, qui est The Camp de Trisomie 21. Ici, c'est ton camp, Bruno. Je te souhaite une bonne soirée. Merci à vous tous. Merci, Fred. Je vous embrasse. Bonsoir à David et bon rétablissement. Bonsoir à tous. Number 21 miles from